Christian Carizet, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous recevoir. C'est la toute première fois qu'on se rencontre. Vous publiez aux éditions Recherche Midi La confusion du monde, 1492, juste avant l'Amérique. Comment est née l'idée d'écrire sur ce sujet-là? En fait, au départ, d'abord c'est le troisième ouvrage que je publie au Cherche Midi. Le premier c'était sur Louis XIV, le deuxième sur Descartes, c'est-à-dire à chaque fois des moments de bascule ou de transition. Et évidemment, cette année 1492, dont on dit qu'elle marque la découverte du Nouveau Monde, mais le Nouveau Monde, il naît également dans cette péninsule ibérique et j'avais envie d'écrire sur ces quelques années qui préparent notre modernité avec trois histoires qui s'entrelacent. L'attente de Christophe Colomb qui cherche à financer son expédition, l'installation de l'Inquisition avec Torquemada qui va déboucher sur l'expulsion des Juifs, et puis la guerre de reconquête menée par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon qui va déboucher sur la chute de Grenade. Et donc la fin de cette présence arabo-musulmane dans cette péninsule ibérique. Alors justement, dans cette histoire que vous nous racontez, il y en a trois que vous venez de poser. Moi j'aimerais qu'on rentre un petit peu, que vous expliquiez un petit peu chacune des trois. Ouais. Alors on peut peut-être commencer par Christophe Colomb, qui est une des figures emblématiques du roman et une des figures emblématiques de notre histoire. Donc là on est entre 1486 et 1492. Christophe Colomb a échoué à trouver un financement au Portugal, donc il arrive en Castille, il rencontre Isabelle de Castille et il présente son projet. Alors son projet, il est à la fois très simple et très fou. Il consiste à prendre acte de la situation de l'époque, quelques dizaines d'années auparavant. Constantinople est tombé aux mains des Turcs. Ce qui rend extrêmement compliqué le commerce avec l'Asie, le commerce par la terre. Christophe Colomb sait que les Portugais sont en train de descendre les côtes de l'Afrique pour essayer de trouver un passage. Et lui, son idée un peu folle consiste à dire partons vers l'ouest, la terre est ronde et je vais tracer une nouvelle route maritime vers ce qu'il appelle les Indes et qu'on appelle aujourd'hui la Chine, l'Asie. Et donc ça c'est son idée force, idée qui le hante, et pendant des années, puisque ça va durer de 1486 à 1492, il va attendre l'accord d'Isabelle de Castille pour le financement de cette expédition. Donc ça, ce sont les préparatifs du voyage. Ce sont les préparatifs du voyage, c'est l'attente, c'est... alors évidemment, pendant ces 6 années, il passe par des périodes d'exaltation et de dépression. Si on emploie un langage un peu moderne, il a un petit côté bipolaire. Bon. Il est porté par cette espèce de certitude, avec cette force qui hante les grands religieux, les grands mystiques, les grands fous, et sans doute les grands navigateurs. Il est persuadé d'avoir raison contre tout le monde. Au passage, il va avoir un fils avec une femme qu'il va rencontrer à Cordoue. Et puis il va chercher ses financements, il va aller beaucoup à Séville, il va revenir à Cordoue et au bout du compte, il finira par avoir cet accord, mais encore une fois, ça va prendre 6 ans. Il va devoir plaider devant une commission, puisque déjà à l'époque, on créait des commissions quand on avait un problème à régler. Donc Isabelle de Castille, qui est favorable dès l'origine au projet de Christophe Colomb, a besoin
de l'estampille à la fois de l'Église et des savants pour convaincre son entourage de l'intérêt de cette expédition. Donc on va créer une commission. Il va plaider devant cette commission. Cette commission va rendre un avis négatif, considérant que cette entreprise est pure folie. Il lui faudra encore 2 ans pour convaincre directement Isabelle de Castille. Autre histoire dans votre livre, la reconquête espagnole contre les musulmans. Oui. Alors ça, on suit les dernières années de cette reconquête, de cette guerre menée par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. En fait, au moment où démarre le roman, il ne reste plus que cette enclave du royaume de Grenade. Bon, c'est la dernière enclave musulmane dans cette péninsule ibérique. Les autres territoires ont fait l'objet de reconquêtes dans les années passées. Et un émir résiste aux armées chrétiennes. Alors, ce qui m'intéresse d'abord, c'est un roman sur la guerre, hein, puisque les villes espagnoles vont tomber les unes après les autres jusqu'à la chute de Grenade. Mais évidemment, symboliquement, c'est cette fin de la civilisation andalouse. Alors, même si c'est sans doute un peu caricatural, mais c'est pas inintéressant de rappeler ce qu'a été cette civilisation andalouse, qui était quand même à l'époque la grande civilisation par laquelle a transité ou est né tout ce que l'on sait à l'époque des mathématiques, de l'astronomie, de la philosophie, de la médecine, etc. Et notre monde hérite de toute cette culture au moment où ces Andalous, ces arabo-musulmans vont devoir quitter cette péninsule ibérique. Et la Méditerranée va de nouveau être la frontière naturelle entre les chrétiens d'un côté, les arabes de l'autre, ou les musulmans de l'autre, bon, avant que nous-mêmes nous retraversions la Méditerranée pour d'autres histoires. Et le dernier pan de l'histoire? Alors le dernier pan de l'histoire, c'est évidemment cette figure exaltée, folle de Torquemada, nommé inquisiteur général quelques années auparavant, 1483, et qui soutient évidemment la reconquête, mais qui est obsédé par la présence des Juifs dans ce royaume de Castille et d'Aragon. Alors, il faut comprendre pourquoi, sans chercher à justifier l'Inquisition et la politique de Torquemada, mais